On va passer à la partie code, à la partie tech. Le fameux onglet. Trop bien cette revue d'actu. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et donc, l'onglet tech, l'onglet performance, c'est là tout le truc. Ce fameux onglet qui il me fait peur depuis des années. En plus, je le vois qui devient de plus en plus fourni, de plus en plus puissant. Et à chaque fois, ça fait flipper. Donc j'ai voulu m'y intéresser comment ça se passe. Première chose, performance tab, mince, pardon. Hop. Je vais le faire en live, je vais essayer de montrer des trucs en live pour que ce soit vraiment le plus parlant possible. Ok, c'est bon. Je suis désolé pour la taille des polices, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc c'était performance tab, et normalement on tombe sur un super article de Google. Et après je raconte un petit peu d'histoire par rapport à tout ça. Performance tab Chrome. Parce que là aussi, ça m'a mené très très loin, toutes ces recherches. Donc pour comprendre comment utiliser l'onglet performance, la page la plus importante, c'est vraiment celle-ci, et elle est vraiment super bien faite. Pour le coup, c'est un gros tutoriel. On va agrandir un petit peu, si on peut. Hop là. Je vais mettre directement la plaque. Voilà. Et donc cette page, elle est super bien faite, elle explique vraiment pas à pas un maximum de choses qu'on peut retrouver dans l'onglet performance. Elle explique pas tout, hein. Il y a encore des questions que je me pose, mais je vais pas le suivre le tutoriel en direct parce que ça va être un petit peu chiant. Je vais essayer de partir sur un cas concret. Je vais partir sur Pix parce que il y a des choses à montrer sur Pix, et voilà. Dans les conseils préconisés avant de commencer, il y a déjà de partir en mode incognito, notamment pour éviter la surplus de perf de toutes les différentes extensions. Je suis pas certain que je vais suivre ce conseil ce soir, mais ça c'est voilà, c'est un bon conseil. Ensuite, eux, pour le tutoriel, ils ont tout basé sur une application. Ils ont fait une application qui permet d'augmenter le nombre de carrés qui bougent. Ouais, si on va quand même aller dessus, juste pour que vous vous rendez compte. Hop. Donc vraiment, hein, pour comprendre ce qui se cache derrière d'ailleurs, il y a une conf sur la performance web à Lyon, mi-décembre. Ah d'accord, intéressant. We Love Speed. Ah, trop bien. Eh ben, j'irai voir ça. Merci beaucoup. Et donc voilà, ils ont cette application, et puis on peut rajouter plein de carrés. On voit que ça reste à peu près fluide. Alors je sais pas comment ça se sur le carré, ça devient franchement la merde. On voit que ça saccade et tout. Et ils proposent un bouton optimisé, hop, qui fait que ça passe un petit peu mieux pour un certain nombre d'éléments. Donc voilà, ça c'est le terrain de jeu. Et vraiment, il faut suivre le tuto pour comprendre. Mais mon mot là tout de suite, c'est de vous faire gagner du temps et de vous montrer en français un maximum de choses que j'ai pu étudier, sachant qu'encore une fois, c'est tellement riche, tellement velu, que j'ai pas pu tout maîtriser. Ouais, je suis bien sur Chrome. Quand j'ai tous mes travaux préparatifs, ça m'a vraiment pris du temps. Je l'ai fait sur Brave. J'ai l'impression que sur Brave, il y a certains trucs qui marchent pas forcément. Je vais découvrir avec vous sur Chrome, en espérant que ça se passe un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Ah ouais, je vous mets le lien de l'article dans le chat. Hop. Si d'aventure il y en a qui veulent suivre. Ah, aussi avant de commencer, petit tips, j'ai téléchargé une extension développée par Adi Osmani lui-même, himself. Donc Adi Osmani, ouais, il est hyper connu dans tout le monde de JavaScript, il a fait pas mal de lib. Il a publié pas mal de bouquins sur les patterns de JS, sur la perf, etc. Et aujourd'hui, il travaille sur la perf chez Google Chrome. Je sais plus s'il y a encore. Et il a développé il y a quelques mois ou années une extension que vous pouvez un petit peu voir là. Alors là aussi, ouais, que je vous mette le lien, qui permet de se rendre compte en un coup d'œil de si le site il est voilà, qui va travailler sur les core vitals. Je vais expliquer ce que c'est. Qui permet de vérifier vite fait si dans quelle mesure le site il est top ou pas. En l'occurrence, là, on voit qu'on a un petit truc, mais bref, on va y revenir juste après. Alors, on va partir sur Pix, hein. Quitte à faire une démo dans le champion en live, voilà.
Il y a quand même une part de live, hein, on est obligé, on aime le risque. Ah, est-ce que ça va pas tout péter avec le stream et tout? Eh ben on va voir. Donc j'ai une application, c'est ma page d'accueil Pix à moi, c'est mon profil à moi, en prod bien sûr, mais effectivement en prod. C'est le meilleur endroit pour faire des choses. Donc c'est mon profil en tant que CTO de Pix. On voit qu'il est pas foufou, mais c'est parce que j'ai remis à zéro toutes mes compétences. Hein. Sinon j'aurais tout bon partout, vous imaginez bien. Ah, on voit que c'est quand même pas super fluide. C'est cool. On va avoir des bons résultats. Allez, c'est parti. Je lance la console. Et voilà. Alors, première chose, comment ça marche ce truc-là? Et bah, la façon la plus basique, c'est on enregistre une session. Et voilà, là, il est parti en mode enregistrement. Je rafraîchis la page. Et il va enregistrer tout un tas de trucs, et si tout se passe bien, donc voilà, je peux le couper quand je veux, j'ai la main dessus, je vais l'arrêter, ça fait 12 secondes. Je suis désolé hein, que ce soit pour la taille de la police, je vais essayer d'illustrer un maximum le stream en galère. Ah merde. En même temps, de la perf sur du stream, aïe 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 aïe. C'est bon, vous arrivez à voir les trucs là ou pas? Ça marche ou pas? Aïe. Ok, ici. Bon, on va dire qu'on continue. Ah, il faut que je vais enlever ma tête. Attendez, j'enlève ma tête parce que sinon, il y a plein de trucs qu'on verra pas. Je vais faire modifier, bougez pas. C'est où ce truc? Webcam. Cacher le calque. Hop. Youpla. Ok. Désolé, il n'y a plus ma tête, mais ce sera mieux. Alors, ah merde, ouais, ok. Alors, dans les tips, première chose, donc démarrer en mode incognito. C'est pas ce que je viens de faire. C'est pas pour éviter l'extension. C'est pas vrai. Mais l'autre vrai tips, c'est qu'il faut, si on travaille sur cet onglet-là, il faut absolument passer en mode, fenêtre détachée. Ferme des onglets. Ouais, je vais fermer les onglets. Bien vu, mais allez, je ferme les onglets. Il n'y a pas moyen de fermer le groupe, mais... fermer le groupe. Je sais pas si je pourrais le retrouver. Allez, on ferme. Fermer le groupe. Putain, il y avait tellement d'actu que j'aurais bien voulu commenter, mais... Allez, on se laisse ça pour la semaine prochaine. Ok. Alors, on revient ici. Et donc, mon conseil, hein, c'est de passer en mode dockside, en mode fenêtre séparée, parce que notamment quand il va prendre des captures d'écran, des screenshots ici, il va vraiment se contenter du viewport, et donc où est-ce qu'elles apparaissent déjà? C'est vraiment le bordel. En plus, oh putain, le PC il rame de ouf. Temps de préparation. Ah non, ça se trouve, j'ai pas la machine pour faire de la perf en live. Oh, grosse leçon, grosse leçon. Là, je sais pas si vous entendez, mais la machine elle est en train de fumer. J'ai l'impression qu'elle va démarrer, enfin qu'elle va décoller. C'est de la folie. Et j'ai pas tout qui s'affiche. Bon, ok, on va le passer à côté. Donc mon conseil, si tu Docker, il est où Docker? Hop, allez, va crever. Après, c'est pas lui je pense pas qu'il prenne GNU Coding Café. Oh, salut, yo les internets. Salut GNU Coding Café. Ma machine, elle est tellement claquée. Ouais, cool, j'ai quand même des choses qui... Ok. Ah putain, je peux pas zoomer. Je ne peux pas zoomer. Ça va être l'enfer pour montrer les choses. Ça va être l'enfer. Non, je peux vraiment pas zoomer. Ok, les frames, ouais, bah alors déjà première leçon, hein, je confirme, Brave ça marche pas, l'onglet performance, il marche pas aussi bien que sur Chrome. Si vous voulez utiliser l'onglet, tous les outils de performance, vous n'avez pas le choix, il faut aller sur Chrome. Alors peut-être que Firefox ils sont au niveau, mais toute la partie frame, elle marche pas sur Brave. Et sur Brave aussi, ce matin j'avais énormément de soucis de
de rendu qui s'affichait pas très bien, pas très vite. Je sais pas ce qu'ils ont fait Brave, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Si vous savez comment est-ce que je peux zoomer les fonds, parce que sinon ça va être l'enfer pour vous. Ah si, j'ai réussi à zoomer un petit peu, ok. Ça marche. Wow, c'est pas dingue, c'est vraiment pas dingue. Je peux pas zoomer parce qu'ils ont pris la main alors je suis sous Mac, hein, mais ils ont pris la main sur le zoom et tout parce que par exemple quand je prends deux doigts et que je swipe vers le haut, bah ça fait jouer la taille de la fenêtre c'est joli, il y a plein de couleurs, ouais génial. Ça bouge la fenêtre, l'intervalle de sélection, et donc la partie, la sélection blanche, c'est vraiment celle sur laquelle on va pouvoir avoir le rendu des métriques en bas. Je suis désolé, j'avais pas du tout pensé à ce truc-là quand j'ai fait la préparation. Bon, on va essayer quand même d'avancer. Si vous me dites si c'est trop galère, j'abandonne. Mais après, j'ai aussi un peu d'historique, un peu de choses à raconter, notamment sur les Core Web Vitals. Parce qu'au final, tout ce truc-là, le machin, là, notamment ces 4 patates que vous voyez ici, et bah, ça a beaucoup à voir avec les Web Vitals et les Core Web Vitals. Mais je vais quand même faire une petite. Avant de passer à l'histoire, je vais faire une présentation très vite fait des grandes sections de ce machin-là. Alors, on a. Mais chez moi, c'est lisible là. Ok, cool. Ouais, j'ai essayé CTRL plus, CTRL moins. Ok, bon, allez, on va continuer. Alors, dans les autres petites choses, mais là, j'aurais pas besoin de l'utiliser, à savoir de cette. Avant d'aller plus loin, bah, en gros, on va balayer cet écran du haut vers le bas. Ouais, plutôt que de faire enregistrer, rafraîchir la page, on peut directement utiliser ce bouton-là qui le fait tout seul. Allez, je vais me permettre de le faire, ça risque de laguer un tout petit peu, mais comme ça, vous vous rendrez moyennement, si vous vous rendrez compte. Hop. Et donc ce bouton là, il va faire la même chose que tout à l'heure, il va passer en mode enregistrement, il va rafraîchir la page, mais par contre il va s'arrêter tout seul dès qu'il verra qu'il n'y a plus d'interaction au niveau de la page. Déjà, si vous voyez que ce bouton là il s'arrête jamais, c'est que vous avez un script qui tourne en background de façon infinie. Ça peut être le cas si jamais d'aventure, par exemple on a du Matomo ou du Google Analytics, on va dire du Matomo. Si jamais d'aventure on a du Matomo qui n'est pas joignable, donc le serveur qui héberge le Matomo, dans le cas où il n'est pas joignable, bah, ça peut donner un script qui va tourner en fond comme ça, enfin une tentative de récupérer le script, qui va flinguer le site web. Et ça on s'en rend compte d'un point de vue utilisateur quand on voit qu'il y a l'icône de chargement, le fameux icône de chargement qui reste en mode chargement, et c'est assez désagréable pour les utilisateurs. Voilà. Autre chose, oui, on peut virer on peut clear toute la session. Je vais pas le faire, mais en gros, ça remet l'écran initial avec cliquer sur le bouton enregistrer, machin truc. Bref, un écran tout blanc. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de charger des profils ou de le sauver. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Non, je vais pas le faire. Bon, trop tard, j'ai cliqué dessus. J'espère que ça va pas tuer ma machine. Voilà, vous pouvez sauvegarder un profil et le charger. Bah c'est bien quand vous sentez que ça va vous prendre un maximum de temps d'analyser tous ces trucs et que vous souhaitez y revenir, ou quand vous voulez comparer deux profils, si jamais d'aventure vous vous rendez compte qu'il y a un problème et vous faites une modif et vous voulez comparer le résultat de la modif, etc. Ça peut être intéressant. Si on continue de balayer, voilà, il y a des informations qu'on peut cacher. Donc là, typiquement, ma fenêtre d'analyse, bah, c'est toute celle-ci. Et on voit qu'il part d'ici. Bah, je peux cacher les screenshots, je peux cacher tout un tas de métriques. Même la filtre Web Vitals. Voilà, on peut cacher pas mal de trucs. Mais ça reste que des filtres de rendu. Au final, des informations, elles sont ici. On peut tout mettre à la poubelle, là j'ai pas envie. Petite fonctionnalité bien sympathique, c'est ce truc là, quand vous cliquez dessus, vous pouvez... celui-là je vais vraiment pas cliquer dessus parce qu'il est hardcore. Vraiment il va suivre tout le déroulé, les 6 ou 8. Là il faut que je prenne mon anti-sèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 étapes.
Dès qu'on va vouloir afficher une page, à chaque fois il va se passer à peu près 6 étapes. La première, il faut que je les reprenne, j'ai plus en tête. Ouais, il faudra que je retrouve et que je vous partage le lien avec notamment l'image. En gros, il y a 3 types d'étapes. À chaque fois, elle se décompose elle-même en 2 sous-étapes. Une partie qui concerne les scripts, une autre qui va être tout ce qui est recalcul de style, et une troisième partie qui est tout ce qui touche au rendering, enfin au painting, etc. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus en détail. Là pour l'instant ça peut être un petit peu abstrait, mais le petit souci c'est ne plus avoir peur de l'onglet perf. Mais tu as peur de cliquer sur les boutons qui vont mettre à genoux ton PC. Mais ouais, mais là c'est parce que quand tu fais de la perf, il faut avoir une machine qui soit dans des conditions acceptables. Là je me rends compte que les conditions elles sont complètement flinguées. Bref, quand vous cliquez sur ce bouton, c'est pour avoir encore plus d'informations sur la partie style et painting, sur la phase, notamment la phase painting, de traitement par le navigateur, et vraiment ça met la machine à genoux. Alors là je vais pas me permettre parce que je pense que je vais tout fumer sinon. Bref, mais surtout, dans les choses qui sont intéressantes, c'est que quand on fait de la perf, en vrai la perf on la fait ni en local, parce qu'en localhost sur ma machine, ouais ça marche, mais chez un vrai utilisateur on sait pas comment ça marche. Et donc on a 2 options qui sont la connexion réseau. Mais en vrai, celle-là, elle est moyennement intéressante, même si j'ai aussi des trucs à dire par rapport à ça. Et surtout, quand on fait de la perf, on va s'intéresser, on va jouer sur le nombre, sur la performance de la machine. Et quand vraiment on veut se mettre dans les conditions de quelqu'un qui peut galérer, on va commencer à dégrader notre capacité CPU. Alors moi, chez moi, ça affiche 4 fois Sodon ou 6 fois Sodon. Je pense que ça dépend, je crois que ça dépend du nombre de cœurs de votre machine. Mais quand vraiment vous voulez vous rendre compte s'il y a des problèmes d'animation, de perf, de content layout, shift et compagnie, il faut jouer sur ces options. Pas besoin de jouer avec ton CPU, le stream le met déjà à genoux. Ouais, c'est pas si drôle que ça. Moi qui voulais pas avoir de pression et être en mode pépère, avoir tout préparé, je suis un peu... voilà. Les dangers du live. Et donc, ouais, on a ces options qui sont vraiment très intéressantes parce qu'il y a pas mal de sites comme ça, quand on les regarde, notamment en localhost, ouais, ça tourne magnifiquement bien. Et quand on commence à creuser notamment la partie CPU, c'est là où on découvre des choses. Et sur le tutoriel de Google, il joue notamment sur ces choses-là pour qu'on se rende compte rapidement des problèmes à rajouter des petits carrés qui bougent. Voilà. Dans les choses intéressantes, c'est que aussi Lighthouse, parce qu'il y a un autre onglet qui me fait très peur, c'est l'onglet Lighthouse, pareil, qui sert à faire de la perf, qui va un peu plus loin sur d'autres métriques. Il y en a un paquet de métriques, mais on va y revenir dessus. Et notamment dès qu'il est question de performance, ne serait-ce que Google quand il indexe les sites, parce que maintenant, et c'est en ça qu'on va y revenir dessus, c'est que maintenant Google, il regarde plus seulement la structure des sites et des pages, il regarde plus seulement le contenu, est-ce que c'est riche, est-ce que c'est pertinent, etc. Depuis quelques mois maintenant, il regarde vraiment intrinsèquement les perfs et notamment ce qu'on appelle les Core Web Vitals. Donc les 3 métriques de bonne santé d'un site. On va revenir dessus là aussi, mais vraiment il prend ça dans son algo d'indexation. Ça devient de plus en plus méchant. Donc faire du bon contenu bien structuré, ça suffit plus. Maintenant, il faut que l'expérience utilisateur, elle soit vraiment optimale. Voilà, quoi d'autre là-dessus? Et c'est parti, on en vient aux endroits où il y a de la couleur. Alors, déjà, vous pouvez voir effectivement un déroulé du temps qui est ici. Ok, pas de souci. Ensuite, on a une petite section FPS. Alors, là c'est cool. Sur Brave, j'avais pas la petite vignette qui apparaît. Je crois que quand on passe over, on n'a pas beaucoup plus de choses. Alors, dans les bonnes pratiques, en gros, comment lire ce truc-là? Quand on a du rouge clair, c'est qu'il y a un traitement qui est en cours, mais ça va, c'est pas si grave. Par contre, dès qu'on a du rouge foncé, du rouge vif, c'est là où potentiellement on va avoir un problème. Je vais zoomer sur les machins au fur et à mesure du truc. Dans ma lecture du bousin, là, je vois qu'il y a des tâches qui sont un petit peu longues en termes de traitement, de rendu.
Mais au final, les trucs vraiment critiques, c'est pas si long que ça. Donc j'ai l'impression que c'est pas si mal. Mais je connais bien l'application et j'y ai passé suffisamment de temps aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas trop de rendu à ce niveau-là. Ça se charge plutôt bien. Notamment parce qu'on repose sur Ember qui fait pas mal de choses en termes de standard et de vitesse. C'est pour ça que la plupart des sites, en vrai, hein, pour peu que vous respectez le framework que vous utilisez, que ce soit un React, Vue, Nuxt, n'importe quoi, Ember, ces frameworks-là, ils sont faits pour vous simplifier la vie et pour faire en sorte que les bonnes pratiques soient respectées. Donc normalement, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais il y a quand même des choses qui peuvent apparaître. Donc, et là, en l'occurrence, donc le truc ici, il faut éviter d'avoir des grosses barres rouges, vives. Là, il y a quand même des barres rouges, bon, rouge clair, c'est quand même pas ouf. J'en avais moins ce matin. Là, c'est à cause du stream. Autre chose à avoir, c'est qu'il faut maximiser le nombre de frames par seconde. Alors, j'ai l'impression que quand il n'y a pas grand chose à afficher, les frames elles sont bas, ça reste vert, et que quand il commence à y avoir des choses à afficher, comme par exemple par ici, là on a un nombre de FPS élevé. En gros, si vous voulez avoir, de ce que j'ai compris, si vous voulez avoir un truc qui tourne bien, il faut avoir un maximum de paquets verts tout du long. Quand j'ai rien, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de frame qui travaille, qui s'affiche. Voilà, bon, après le site, on a vu, hein, il galérait. Il y a un outil pour FPS, alors il faut vous rendre dedans si vous voulez avoir le nombre de frames par seconde vraiment en live sur votre site. C'est quoi? C'est CTRL-SHIFT-P, je crois, et vous tapez frame. Hop. Et normalement, show frame per seconde. Voilà, et quand on retourne sur le site, oh là là, je vais crever. Oh là là, ok. 16 millisecondes par frame pour des animations fluides, exactement. Et donc voilà, il y a moyen d'afficher un petit truc avec un nombre de frames par seconde. Tout ce qui est raster, c'est l'opération qui se situe dans la troisième étape gérée par le navigateur, consistant à vraiment afficher, colorer les pixels sur l'écran, sachant que donc la troisième phase qui se découpe en deux étapes pour chaque traitement d'une page par un navigateur. Il faut absolument que je trouve le graphique, hein, sinon c'est compliqué. Mais en gros, il y a deux étapes. La première, c'est de savoir, une fois qu'on a calculé le layout, qu'on a calculé les dimensions, qu'on a calculé tout ça, il faut aller alimenter chaque pixel, les mettre au bon endroit pour chaque couche. Parce qu'en vrai, il y a différentes couches, différents calques. Et donc, il faut mettre les bons pixels sur les bons calques. Et la deuxième phase, en gros, la dernière étape de tout le process de gestion d'affichage d'une page, c'est la phase de recomposition. Et on va superposer les calques les uns sur les autres et ça donne ce merveilleux résultat ici. Et donc, voilà, ça donne ce truc là. Oh putain. Pardon. Donc la partie raster, c'est vraiment la partie pixelisation et mutualisation, enfin superposition des différents calques pour afficher le résultat final. Dans la mesure du possible, le navigateur il va essayer d'utiliser le GPU, donc votre carte graphique, pour faire ce genre de choses qui peut être assez consommateur. Bref, voilà, donc là ça pue la merde. Normalement j'avais des barres vertes, là j'ai des barres rouges et jaunes. C'est pas la fête, mais c'est pas grave. Continuons d'avancer. Alors, donc là, le but c'est d'avoir un minimum de barres rouges, surtout rouge vif. Ici, c'est d'avoir un minimum de barres vertes, surtout en haut. On continue avec la partie CPU. Donc c'est là où on voit quels sont les principales types de ressources qui sont travaillées. Les couleurs que vous voyez ici, ce sont exactement les couleurs qui sont en bas. Donc on voit qu'il y a du chargement de scripts, il y a de l'exécution de scripts. En violet, ça va être toute la partie... elles sont là les différentes phases. En gros, les trois phases, hein, c'est scripting, rendering, painting. Et donc en violet, ça va être le rendering. Dans la partie scripting, on a deux trucs. On a l'input.
le fait qu'une personne elle va cliquer sur un bouton ou elle va saisir un champ texte. Et ensuite, il y a la partie vraiment exécution, traitement de l'information derrière. Dans la partie rendering, on va calculer les propriétés et ensuite on va calculer l'espace relativement à ces propriétés. Et la partie painting, comme je vous disais, on va mettre des pixels sur les calques et après on va recomposer les calques pour afficher un visuel. Donc là, on voit que la plupart du temps, ce que fait mon machin, c'est que, bah oui, comme il est en train de crever, et ben il essaye d'exécuter le script qu'il aura au préalable chargé. On voit qu'il charge un script en 34 millisecondes, et après, il galère à essayer d'exécuter le script. Une fois qu'il a réussi à exécuter les différents scripts, bah, la partie rendu et painting, elle est quasi immédiate. On voit qu'il n'a besoin que, c'est combien 16 millisecondes, une frame. En gros, il arrive à afficher le machin en une frame. Sur la partie hachurée, j'ai pas réussi à comprendre ce que c'était. Il n'y a pas d'informations sur le tutoriel. Donc là, pour le coup, si jamais vous trouvez à quoi correspond la partie hachurée, je sais pas. Ok, on continue de descendre. Bah là, on a un rendu. Ouais, quand j'ai fait mon refresh. J'étais déjà sur cette page là, donc c'est pour ça qu'il affiche ça, mais en vrai c'est parce que quand il a fait le refresh, la requête elle a commencé ici, et le navigateur il n'a pas encore changé de page à ce moment là. Il va changer de page, il va afficher autre chose au moment où il aura des choses à afficher. Pour l'instant il n'a rien à afficher, on est en train de récupérer les sources, et on est en train d'exécuter le script pour voir comment faire du rendu justement. C'est pour ça que j'ai encore tous ces vieux écrans qui traînent. Quand on va sur le site de Pix, y a un loader qui se passe ici. Ça c'est une bonne pratique, c'est que au plus tôt du plus tôt on va essayer de donner quelque chose à voir à l'utilisateur. Donc c'est ce qui apparaît avec notre loader qui tourne, et dès qu'on a quelque chose à afficher, boum, on affiche le machin. Il me manque, ah oui, il me manque la partie network ici, donc on voit qu'il y a du chargement de données ici, mais la partie network, pour la partie perf, en tout cas en termes de rendu, elle m'intéresse pas des masses ici. Au pire, si vraiment j'ai des problèmes réseau, je les vois ailleurs, il n'y a pas de souci. La partie HIP, c'est la consommation mémoire occupée par mon application. On voit que ça ne fait que augmenter, hein. Et l'application Pix, elle consomme autour de 30 mégas, ce qui est énorme je trouve pour une application. Mais bon, c'est dans l'air du temps on va dire. Alors, voilà pour la partie du haut. Et vraiment là, une information à retenir, c'est que les couleurs qui sont affichées ici, je n'avais pas capté au départ, elles sont reproduites, c'est les mêmes couleurs qu'on trouve en bas. La partie network, on voit les différentes ressources que je vais charger, le GIF, le loader, tout ça. On voit que j'ai des extensions Chrome de merde. C'est pour ça qu'il faut être en mode incognito, tout ça. Mais là aussi, ça m'intéresse pas plus que ça. Et on en vient à la partie Web Vitals. Ouais, on en vient ici. Hop, ici. C'est super pas pratique. Il y a tellement d'informations, ils ont mis tellement de contrôle que je peux pas, par exemple, scroller avec haut ou bas, on va dire à la molette, parce que ça me fait zoomer ou dézoomer sur ma fenêtre d'analyse ici. Par exemple, voilà, quand je scrolle vers le haut, vers le bas, on voit qu'il y a seulement la fenêtre qui bouge. C'est pas... Après, il y a aussi des raccourcis clavier, mais ils sont un petit peu compliqués. C'est surtout fait pour un clavier QWERTY. C'est pas super efficace pour un clavier AZERTY. Enfin, je trouve pas ça cool. Mais soit, avançons. On voit que pour pouvoir bouger la fenêtre d'analyse, il faut aller sur la partie temps. On a la petite main et puis on peut s'amuser à bouger. Voilà. Quoi d'autre donc dans ça c'est là en vrai toute cette partie là à partir de Web Vital jusqu'à tout en dessous, c'est ce qu'ils appellent la fenêtre main. Shift plus scroll. Oh putain, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Commande. Non, chez moi ça marche pas, désolé. Alors, où est-ce qu'on en est? La partie Web Vitals, pour scroller verticalement. Bah non, Shift, ça n'a pas marché, Shift plus scroll chez moi. Désolé. Et donc, la main, comment dire, main editor, ça va de là à ici.
Et là aussi, on va y voir plusieurs sections. On peut afficher les frames, les interactions, c'est dès qu'il y a de l'animation, on va y voir des choses. On a les différents timings, je vais revenir dessus. Ah merde, j'avais dit que je ferais pas plus de 90 minutes. Allez, on va s'accorder un petit rap parce que là j'ai pas fait grand chose encore. Surtout que j'aimerais bien montrer sur Pix un petit problème, un petit défaut qu'on pourrait corriger prochainement sur le projet. On va y voir, bon, les frames, bon, c'est pas super intéressant ici puisqu'on les a déjà là-haut, hein, voilà. Mais moi, le truc le truc sur lequel ils mettent l'accent dans le tutoriel, c'est la partie main, hein, vraiment, c'est le thread main. Alors, c'est du JavaScript. Le browser, il est pour la partie analyse du site il est monothreadé. Donc, il y a un thread main. En vrai, si jamais on est sur un site avec des service workers, les service workers ils vont tourner sur des threads à côté. Donc là aussi, il faut faire gaffe si on fait de la perf et tout, s'assurer qu'on se marche pas sur les pieds, qu'on n'attend pas des scripts des uns des autres. Mais la plupart des sites, enfin quoi qu'il me dira, maintenant avec les PWA, tout ça, bon, c'est compliqué. Mais quand même, on va dire qu'un site à peu près normal, tout va se jouer sur le thread main. Et donc ce fameux threadman, il va devoir composer avec des phases où il va récupérer des scripts, les exécuter, des phases où il va faire du rendu, etc. Donc c'est lui qui va exécuter différents types de tâches. Et ce qui est intéressant avec l'outil, c'est qu'il va permettre de détecter les tâches longues. Donc dès que vous voyez, bon c'est comme d'hab du rouge, mais surtout les tâches ou les sous-tâches qui sont longues, elles sont marquées d'un petit triangle rouge en haut à gauche. Et ça, c'est assez bien foutu. Après, je trouve quand même qu'à l'usage, ça reste hyper touchy à utiliser, surtout quand on est sur un framework. Là, en l'occurrence, on est sur du Ember. Il y a énormément de sous-méthodes et de machin truc. Énormément de mécanique interne. C'est vraiment pas facile de s'y repérer, mais ça donne quand même ça donne des indices sur des trucs à suivre. Il n'empêche, hein, dans le cas qui montre, si vraiment on veut pousser la webperf au runtime, donc loin, il faut quand même avoir des notions, même plus que des notions, il faut vraiment avoir des connaissances extrêmement avancées sur comment optimiser le rendu, le CSS, ouais, vraiment le CSS, le HTML, etc. Le cas qui montre, il est bien, mais jamais j'aurais compris pourquoi est-ce qu'ils avaient un petit délai dans la partie rendue de leurs explications. Mais voilà, c'est toujours intéressant, ça met en avant qu'on a des tâches longues. Là, c'est pas super pertinent parce que je me suis pris la tête avec le stream et du coup, il y a toutes mes paires qui sont complètement démolies à cause du stream. Je pourrais pas forcément sortir des choses très pertinentes dans les tests que j'ai fait sur Pix ce matin. Il n'y avait pas trop de problèmes à part un problème de content layout shift. Et c'est là où on en vient à parler de Core Web Vitals. Alors, donc comme je racontais, Google maintenant ils ajoutent on va dire la bonne santé du site, notamment en termes de perf, mais pas que, à leur indexation. Et tout ça, ça s'inscrit dans une réflexion et dans une philosophie qui pousse de plus en plus, qui part du principe que l'expérience utilisateur, la perf, ça joue énormément. Alors là aussi, vous pourrez trouver énormément de documentation de la part de Google notamment, qui montre avec des chiffres à l'appui, qui montrent qu'un tel a amélioré de 10% le rendu de telle partie de son site et finalement ça lui fait une plus-value de 8% en termes de bénéfices. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne plein de cas, plein de use cases, de plein de marques avec plein de chiffres. C'est bien si vous voulez convaincre votre PO, votre sponsor qu'il faut travailler sur la perf, etc. Si vous voulez mettre en place des choses, prendre du temps pour de la tech, pour améliorer ce genre de choses, voilà, c'est super intéressant. Et donc de plus en plus, ils appuient sur le fait qu'un bon site, un site en bonne santé, il doit être performant. Alors performant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire énormément de choses. En plus, la perf, c'est pas la même. La perf en local, ce sera pas la même que la perf en prod, qui sera pas la même que la perf de quelqu'un qui est dans le train sur sa connexion 3G avec un vieux smartphone et pas le dernier iPhone à la mode. Et donc ça peut être assez relatif. Quoi qu'il en soit,
aujourd'hui on parle de Web Vital, de Core Web Vitals, mais il y a un ingénieur de chez Google qui est Paul Irish, qui a commencé à proposer un modèle qui s'appelle le modèle, je vais essayer de vous montrer une page internet si j'y arrive, qui a poussé en 2015 en interne de chez Google, et ça a été largement repris, un modèle de métrique qu'ils appellent le modèle Rail. Alors ça n'a rien à voir avec Rails, hein, avec Ruby. C'est un anagramme, donc User Centric Performance Model, qui veut dire réponse animation. Idle, j'ai toujours du mal à le traduire, mais quelque part je le ressens comme temps d'inactivité, ou ce qui est fait pendant les temps d'inactivité, et le chargement. Donc Paul Irish a proposé un modèle basé sur ces quatre aspects, qui rentrent dans le cycle de vie d'une application web app. Et voilà, et du coup derrière il propose des métriques à respecter, enfin des temps, pour montrer à quel point un site il est en bonne santé. Par exemple, il faut que on ait la sensation qu'un clic, par exemple, il ait bien été intercepté par le navigateur et qu'il ait bien déclenché quelque chose dans les 100 millisecondes. Même si derrière le traitement il va prendre peut-être 500 millisecondes, parce que derrière on sait que ça appelle un serveur qui fait un truc intelligent, un truc un petit peu sioux, genre un algo adaptatif. Même si derrière ça prend du temps, il faut au moins qu'on ait, en tant qu'utilisateur, la sensation qu'il se passe quelque chose, et tout de suite. Il faut qu'on ait la sensation que le navigateur il s'est bien rendu compte qu'on vient d'enclencher l'interaction, etc. Donc voilà, il y a plusieurs métriques. Ça, c'était en 2015. Depuis, Google a continué de plancher sur le sujet. Mais pas tout seul. Notamment, il s'est formé un consortium qui, alors je sais plus comment il s'appelle, Performance Group quelque chose. Merde, j'ai plus le nom. Ah, je suis dégoûté. C'est le W3 Performance Group, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Exactement. Donc entre temps il s'est formé un consortium parce qu'il n'y a pas Google qui a cette idée là, en vrai c'est une idée, le fait que la performance elle contribue à la bonne santé d'un site, qu'elle contribue à l'accessibilité d'un site, tout ça, bah c'est pas les seuls Google, il y a tous les gros qui se penchent sur le sujet, Apple, Facebook, Airbnb, etc. Bref, ils se sont organisés en consortium, ils ont poussé des réflexions par rapport à tout ça, desquels sont sortis ce document, et surtout ce qu'on appelle désormais les Web Vitals. Les Web Vitals, donc c'est un ensemble, je sais plus combien là, un petit paquet de métriques, je dirais au moins une douzaine voire une vingtaine de métriques qui vont dans le sens et qui permettent de mesurer la bonne performance d'un site. Alors aussi, il y a des choses à savoir pour mesurer et suivre une métrique. Et il y a deux façons. Il y a la façon dite lab, quelque part, c'est-à-dire qui peut être fait en laboratoire, en localhost, et qui sera à peu près représentative de la réalité, de la prod et de tout un chacun, dans des conditions à peu près normales, à peu près décentes. Et il y a d'autres métriques qui ne s'obtiennent pas en chambre, mais qui nécessitent d'être récoltées auprès de l'ensemble des utilisateurs. Et notamment, ça va être par exemple, alors moi si je donne des exemples, une métrique de type lab, ça va être typiquement ce que j'ai montré sur le rendu du plus gros élément, sur l'affichage du layout global, tout ça, on peut avoir une idée assez précise avec notre seul exemple en local, ou en tout cas sur notre navigateur. Mais une des métriques qui est intéressante et qui fait partie des Core Web Vitals, qui sont au nombre de 3, c'est le FID, le First Input Delay. Est-ce qu'on l'a ici? Hop. J'ai tellement parcouru ce truc-là, je sais même plus où sont les machins. Si je vais cliquer dessus, je risque de tomber dessus normalement. Non, on va taper FID. Au pire, j'ai tous les liens. Voilà, First Input Delay, il est là, mon ami. Et donc cette métrique, c'est une des 3 corps, comment ils appellent ça, signaux minimum en français, je sais plus ce que ça veut dire, signaux minimum, bref, quelque chose. Et donc ça, c'est le temps moyen, donc sur un énorme panel d'utilisateurs, c'est le temps
avant qu'une personne réalise une action. Et ça va dépendre, du fameux main thread. Il est où mon main thread? Pardon, je vous ressors le machin. Donc on a un thread principal qui va faire tout un tas de tâches qui vont être soit de l'exécution de script, soit du rendu, soit du etc. Et notamment, comme il est tout seul, être en capacité de réagir à une interaction utilisateur, il ne pourra pas le faire s'il est déjà en train d'exécuter une tâche. Et le FID, le First Input Delay, ça va être une moyenne pour les utilisateurs à partir du moment où les gens ils ont été en capacité d'accomplir une tâche, d'accomplir une interaction à partir du moment où le rendu était fini. Et donc là aussi il faut regarder du côté du tutoriel de Google, mais ils expliquent bien que potentiellement si d'aventure, voilà, si j'arrive à tomber, disons ici, voilà, ici je vois qu'il n'y a pas de tâche, donc si je clique à ce moment là sur un bouton ou sur un input ou n'importe quoi, le navigateur il va répondre du tac au tac. Par contre, si je commence à vouloir interagir par mégarde, alors que j'étais à ce niveau-là, parce que imaginons qu'il y a un script qui n'est pas fini de se charger ou je sais pas quoi, et là, avant que le navigateur il me renvoie une information comme quoi, par exemple, imaginons que je clique sur un champ pour pouvoir saisir une information dans un champ texte, et là, le focus, il ne va apparaître qu'après toute cette quantité de temps, même ici peut-être. Et donc, je n'aurais, moi, utilisateur, eu le ressenti que le navigateur est bien en capacité d'exécuter ou de prendre en compte mon interaction qu'à ce moment-là. Et donc, là, on voit bien que ça fait quoi, 1 seconde et demie? Et en gros, ici, mon FID, il aurait été de 1 seconde et demie, alors que si j'avais cliqué alors qu'il se passe rien, il aurait été quasi immédiat. Donc le FID, c'est une des fameuses métriques de type field ou terrain qui est une agrégation d'un maximum d'informations. Oui, ça explique certains comportements, je comprends mieux. Ouais. Et donc le FID, c'est une des 3 métriques principales à suivre pour un site qui nécessite d'être collecté sur un maximum de personnes utilisateurs, qui permet de se rendre compte dans quelle mesure notre site il se charge suffisamment vite ou pas. Et pour ça, donc là par exemple si je clique dessus, ça me met... non, c'est pas ici, ça va être juste au-dessus. Voilà. Long task, normalement il m'emmène vers la documentation de Google qui me dit qu'il vaut mieux découper. Alors c'est là où c'est ambigu. Pour le network, pour la partie network, si je veux optimiser le network, il vaut mieux que je concatène et que je fasse un gros script CSS, un gros script JS pour limiter la bande passante et limiter les appels réseau. Mais en même temps, si j'envoie des gros scripts CSS ou JS, et derrière, mon main thread il va être occupé et mon FID il va être impacté. Et donc, c'est là où il y a toujours cette espèce d'équilibre à trouver entre est-ce que j'ai beaucoup de scripts réseau ou pas, est-ce qu'ils sont gros et qu'ils vont monopoliser le main thread ou pas. Et c'est là où c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc si je reviens sur les 3 principales métriques, on va y trouver le LCP, le FID et le CLS. Alors, LCP, c'est le Content Largest Paint. En gros, il y a tellement de métriques qu'il faut bien décider. Et le parti pris de Google, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un minimum de perf? Et c'est que l'élément principal d'une page soit affiché. Combien de temps met l'élément principal d'une page pour s'afficher? Comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qu'est un élément principal? En général, alors là aussi c'est pas précis, j'ai pas les algos en tête, mais ça va être l'élément qui prend le plus de place. Donc si on est sur un site de voyage, ça va être une des images. Imaginons que je sois sur la page de détail d'un voyage en Italie, on est peut-être sur un slider ou j'en sais rien, sur une image d'illustration, c'est combien de temps met l'image d'illustration pour être affichée et vraiment rendue. Et ça nous donne le largest content paint. Et ça donne une impression, ça permet de savoir si le CDN est bien activé, si l'image elle est bien optimisée, etc. Enfin, ça tire tout un tas de machins qu'il va falloir vérifier.
C'est pour ça que cette métrique, elle est importante. Et ça, c'est une métrique de type lab, donc c'est une métrique que vous pouvez facilement récolter, utiliser et modifier en localhost, par exemple, enfin, simplement sur votre navigateur. Le FID, j'en ai parlé, hein, c'est le First Input Delay. C'est une donnée de type field. Là aussi, à partir de quel moment enfin, en moyenne, à partir de quel moment votre site devient interactif. J'ai vraiment galéré pour comprendre ce FID parce que c'était pas simple. Mais en vrai, hein, j'ai commencé à vraiment bien comprendre grâce au tutoriel quand j'y suis revenu 12 heures après en ayant bien cherché sur internet. Donc vraiment lisez la page du tutoriel de l'analyse performance machin truc. Et troisième core métrique qui est utilisé, sachant que les core web vitals c'est un sous-ensemble de 3 métriques sur la douzaine ou la douzaine que comptent les web vitals. Donc CLS, c'est sur ça va être le content shift, ouais c'est ça, CSL, non, content layout shift, donc CLS pardon. Et donc là aussi, ce qu'on n'aime pas, ce qui peut représenter un dark pattern en UX, ce qu'on n'aime pas, c'est les décalages. Et un des exemples qui est pris, alors je sais pas si c'est sur ce site-là ou sur un autre, c'est que, imaginons qu'on soit sur la page de panier, sur un site e-commerce, et là, on nous sort une page, voilà, il y a plusieurs options, donc bref, CLS, ouais. On est sur une page et on est sur la page panier et puis on a deux boutons l'un sous l'autre. Le premier qui dit valider la commande, donc payer. Et là où on est imaginons qu'on ne soit même pas sur la page panier, c'est sur la page de paiement. On est sur la page de paiement. Et donc on a un bouton qui dit payer et l'autre qui dit annuler la commande. Imaginons qu'on clique, ok, on a vu la page, ça t'affiche, etc. Et au moment de cliquer sur le bouton, on a envie d'annuler. Finalement, on n'est pas confiant, voilà, on a envie d'annuler. Imaginons qu'au moment de cliquer sur annuler, on ait ce fameux phénomène de content shift layout, c'est-à-dire que des éléments graphiques aient fini de se charger et décalent d'autres éléments qui étaient déjà affichés vers le bas ou vers le côté. Et potentiellement, s'il y a un problème de content shift layout, on se retrouve plutôt que de cliquer sur le bouton annuler, on se retrouve à cliquer sur le bouton valider le paiement. Et ça peut être assez perturbant. En général, les utilisateurs qui vivent une mauvaise expérience, ils ne reviennent pas 2 fois sur le site. Et ça, c'est voilà, c'est pour ça qu'on veut éviter tout ça. Donc, pour les métriques de type lab, normalement, l'onglet, la fenêtre performance est capable de les indiquer. Je voulais vous montrer un exemple avec Xpix parce que je sais qu'on a un truc de CLS, mais là, tout est tellement pété que je suis pas sûr d'arriver à le retrouver. Mais normalement, le machin, alors là je déplace la fenêtre d'intervalle et je m'attends à ce qu'il me mette un truc rouge, mais là il me le sort pas, je suis un peu dégoûté. Et est-ce que je vais le voir apparaître? Non, bah non, il apparaît tout d'un bloc, comme il a tellement galéré côté CPU, il y a tout qui apparaît d'un bloc. Est-ce que ça apparaît bien? Ou alors je suis pas sur le bon profil peut-être? Ah merde, ça apparaît pas ici. Ah non, ça apparaît pas ici. Bon, tant pis, mais sur Pix, je sais qu'on a un gros décalage. Et ouais, non, où est-ce que je peux? Je sais que je l'ai vu. Attendez, je vais recharger une nouvelle page. Je sais que je l'ai vu tout à l'heure. Ah non, c'est quand je vais sur compétences. Ah oui, on va le voir. Ça va être magnifique. Bon, bah là, ça va laguer, hein. Là, je sais pas si vous l'avez vu à l'écran, peut-être. Mais c'est pas grave, faisons laguer le machin, relance peut-être une analyse. Ouais, c'est ce que je vais faire, c'est pour ça que je dis que ça va laguer. Potentiellement, je vous perds ici. Attention, mon tambour. Bon, au final, hein, pour meubler, bah ouais, j'ai pris confiance avec l'onglet performance, mais en vrai, je suis pas certain qu'il va me servir des masses. Allez, si, un petit peu. Un petit Russell CPU en plus, bah oui, bah pour se faire plaisir. Ah, ouais, voilà, c'est intéressant, c'est super intéressant, il y a tout ici, il y a tout, c'est trop cool. Alors, First Paint. Donc First Paint, ça va être une web vital. À partir de quel moment le browser, le mainframe du browser va pouvoir commencer à afficher des trucs? En l'occurrence ici, il affiche pas grand chose, je crois que ça doit être la navigation en haut. Mais voilà, c'est une métrique web vitals. Le plus tôt, c'est le mieux. Mais c'est pas une core web vitals, c'est juste une web vitals normale, c'est pas une core.
Mais en tout cas, bah voilà, ça nous donne l'information au bout d'une seconde, d'une seconde et demie. Dans les autres métriques, on a le DOM Content Loaded. Ok, bah à partir de là, on sait que tout le document a été chargé, même si derrière, on sait qu'il y a du JavaScript qui va passer et sûrement, très certainement, modifier des éléments, notamment le largest content machin truc. Celui-là, je sais plus à quoi il correspond, le onload event. Bon, ça doit être un document, un événement du HTML. Qui dit que tout est chargé. Ok, first contentful paint. C'est pas celui-là que je voulais. Moi, je voulais le LCP. Je pense qu'à partir de là, je sais plus ce que c'est ce truc. Voilà, bon, bref, il y a d'autres métriques. Là aussi, hein, je vous l'ai dit, je maîtrise pas encore tout à fait. Ah, mon fameux LCP, il est ici. Donc, alors, je sais pas à quoi il sert. Et mon layout shift, il est ici. Excellent, je peux vous montrer plein de trucs. À quoi ça correspond ce largest content full? Il faudrait que je retrouve mes frames qui doivent être... Allez, s'il te plaît, scroll. Ah putain, il est mort. Non, c'est bon. J'ai caché des choses. Raster, c'est la pixelisation. On voit qu'elle est accomplie ici. Ça travaille un petit peu de pixelisation ici et ici. Je pense qu'il y a plusieurs threads parce que, comme je vous disais, il y a plusieurs calques. Et donc j'ai l'impression qu'il y a 4 calques ici qui sont en train de pixeliser pas mal de choses, etc. etc. Et pourquoi je vois pas mes frames? Normalement, je devrais voir mes frames pour pouvoir faire des trucs un petit peu cool. Bon, bah tant pis, il est pas cool avec moi. Quoi qu'il en soit. Tout à l'heure, je les voyais, c'est pour ça que je suis un petit peu... patraque. Content Layout Shift, on voit qu'il y a un Content Layout Shift. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Ouais, je vais y arriver. Super. Donc on a le loader qui charge, ok. Une fois qu'il a quelque chose à montrer, boum, il va le montrer. Là, je pense que le LCP qui est ici, hein, ça doit être le background bleu-violet que vous voyez derrière. Je pense que c'est ça le plus gros élément qu'il est à charger. Ok, on voit que vous avez 16 compétences. Est-ce qu'on avait un truc avant? Non. Ok, on a 16 compétences, on a des trucs. On a un second loader qui se charge au niveau du milieu dans le panel. On avance un petit peu. Ah, là il a directement le logo. Ce matin il n'avait pas le logo en haut à gauche. Avançons. Et là on voit que le panel, donc le machin, l'encadré blanc, bah voilà, il est ici. On voit que quand ça avance, boum. Là il y a eu un décalage les cartes se sont remplies. Alors ce matin, comme j'avais moins de problèmes de CPU, j'avais aussi un Content Layout Shift au niveau de l'encadré 379. Ça, il y avait cet encadré ici. J'avais aussi un problème pour le coup, c'était pas du CLS, mais un problème de rendu, de calcul du rendu à cause de l'élément 6. Vous voyez, il y a un petit gris-gris derrière, il y a une petite image. Et en vrai, ce truc-là, ça modifie de quelques pixels en hauteur tous les éléments de la ligne. Alors, je crois pas qu'on a ça sur une ligne, je crois qu'on est sur un flexbox ici. Mais du coup, le fait qu'on ait un des éléments de la ligne de flexbox qui voit sa hauteur changer, bah, ça oblige à recalculer la taille de tous les autres éléments sur la même ligne. Et donc, on a un petit défaut de perf runtime à ce niveau-là. Bon, c'est 3 fois rien, on voit qu'on a que 3 éléments, c'est pas si grave. Quoique, vu qu'on est sur un flexbox, potentiellement il est aussi obligé de recalculer la taille et l'emplacement pour les 16 compétences, pour les 16 cartes. Donc si, il peut y avoir un petit truc. Bon, on sait qu'on a que 16 éléments, ça reste minime. Et en même temps, ça touche tout le viewport, donc est-ce que c'est si minime? Je sais pas. Quoi d'autre qui est intéressant? Quand je vais cliquer sur cette tâche, il y a toujours cette histoire de hachuré. Je sais pas ce que c'est le hachuré. J'ai l'impression que ça vient souligner l'espèce de méthode interne sur laquelle je n'aurais pas beaucoup d'effet. Mais j'arrive pas à bien me rendre compte de ce que c'est. Quand je clique dessus, là, ah ouais, c'est de long task. Hein. On voit que si j'essaie de faire une interaction ici, bah, j'aurai la chance que ça marche direct. J'aurai un feedback du navigateur comme quoi mon interaction elle est prise en compte, alors que si je vais ici, bah, je vais attendre. Hein. Si je me place ici,
On voit que la tâche, elle est longue principalement parce qu'elle fait de... Alors là, je sais pas si c'est du char, si c'est de la compile ou de l'exécution de script. Sur la partie scripting, on a deux phases. On a la partie compilation, avec l'algorithme JIT pour l'analyse de JavaScript, et après on a la partie exécution. Donc là je pense qu'il est en train de faire de l'exécution, notamment on voit qu'il est en train de faire un appel réseau, je pense, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui s'y passent. Tout ça c'est des méthodes internes à... Alors, je ne saurais même pas dire si c'est Ember ou autre chose, j'ai l'impression, je sais pas. Mais voilà pour l'analyse du machin. Bref, tout ça à la fin pour dire que j'ai des métriques que je vais pouvoir, sur lesquelles je vais pouvoir jouer ou pas, si j'en ai envie. Et surtout, je vois que j'ai un petit défaut. Donc là, en l'occurrence, sur la page compétences de Pix, l'onglet et l'outillage de performance, il me donne une petite piste à suivre. Truc intéressant aussi, tu en as peut-être parlé, il y a une clip pour Lighthouse et les CWV et les Core Web Vitals. Non, je ne l'ai pas utilisé, mais je suis pas encore passé sur Lighthouse et ça s'exécute en CI. Mais la mesure de paire, je la trouve toujours trop instable. Ouais, c'est possible, ouais, parce que ça dépend de la machine, et quand tu es en CI, t'as jamais la garantie d'avoir la même machine, le même serveur, les mêmes conditions. T'as peut-être d'autres voisins, d'autres clients qui sont en train de bourriner les machines, enfin bref. C'est effectivement, ça peut être perçu comme instable, ça peut être tout simplement. Voilà pour un overview grosso modo de cet onglet, de tout cet outillage, de ce qu'il est possible d'en faire. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire ce matin, j'aurais dû sauvegarder mes profils pour vous les montrer. Oh. Bon, soit, c'est pas grave. Google bosse beaucoup pour stabiliser cette mesure. C'est cool, c'est bon à savoir, c'est d'autant plus bon à savoir parce qu'encore une fois, hein, ils sont en train de tenir compte de toutes ces métriques, aussi bien les Core Web Vitals que les Web Vitals tout court, dans leur algo d'indexation. Ah si, mince, il y a un dernier truc qu'on n'a pas vu. Quand on clique sur les différentes tâches, alors en fonction de la nature de la tâche, on va y voir différentes stacks de call avec les différentes méthodes et tout. Il est possible, je crois qu'il est possible. Non, comment ça se fait qu'on a un Pix Tooltip Stories? On a du Storybook on embarque du Storybook dans Pix. Tu sauras pour la prochaine fois. Attends, on a du c'est quoi? C'est un truc de Storybook ça, non? Est-ce qu'on n'aurait pas embarqué du Storybook dans Pix? Ou dans une lib utilisée par Pix? Dans une lib UI qu'on fait nous-mêmes. C'est possible. Et après, il y a tous ces trucs-là, je ne me suis pas amusé à foncer dedans, mais d'après le tutoriel, il est possible qu'à un moment donné, vous tombiez sur votre propre code et que vous puissiez tomber directement, que ça aille directement dans l'onglet source, ouvrir le bon fichier de la bonne... de la ligne de code qui soit incriminée par le flag. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme d'hab, j'ai dépassé d'une demi-heure. Et voilà, sur la partie... Allez, je vais lancer une dernière petite truc, une petite analyse Lighthouse. Et puis on va voir sur la partie SEO, je m'en cogne, accessibilité... Allez, on va dire, je la mets pas, best practice, tout ça... Et en mode mobile, pour voir. Normalement, on tombe à peu près sur les mêmes trucs. Merci, super applicable. Dans les Google aussi, hein, ils sont pas à avoir en conseil, ils proposent plusieurs outils. Là aussi il y a une page, il faut vraiment se balader sur web.dev. Ils proposent de regarder Web Page Test, Lighthouse, Page Insight. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais au final on retrouve à peu près les mêmes métriques. Voilà, donc j'aurai pas le temps de bosser sur Fuite, de présenter Fuite.js, ce sera pour le prochain stream lundi prochain. J'espère que j'espère que vous avez découvert des trucs, vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, on attend vite fait l'analyse. Oh là là. Ok, la perf elle est pas ouf, mais c'est parce qu'on est en conditions totalement dégradées. Et voilà.
Ah oui, le cumulative layout shift, j'ai pas dit, mais c'est une métrique, il y a un calcul compliqué derrière. Bref, soit c'est vert, soit c'est rouge, mais c'est comme ça. Bon, bah, j'espère que vous avez pris du plaisir. Moi j'ai pris, c'était cool. Genre, bah voilà, je pourrais peut-être proposer à nouveau, présenter à nouveau ce sujet-là. Voilà. Sur ce, je pense que je vais faire une autre session lundi prochain. Et puis d'ici, avec peut-être sûrement le même format. Go optimiser Pix. Ouais. Je pense que je vais faire le même format. Je suis pas certain d'avoir autant d'actualités aussi bouffonnes à présenter. On verra, mais du coup ça durera moins. Et puis voilà. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente semaine. Et puis je vous dis à plus. Bonne soirée. Salut. Ah, c'est très bien.